si l'on parlait de ce que l'on ne s'est jamais dit? Arracher la parole au silence. Alors que le soleil se lève sur le jardin de mes peurs, de l'ignorance. Illuminer les coins obscurs du labyrinthe de ma liberté. Si maman m'avait dit. Bonjour amis du jour, bonsoir amis du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast Si maman m'avait dit. Un podcast qui nous invite à nous découvrir et à nous connecter à l'essentiel. Je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise ce petit quelque chose. Merci une fois de plus pour toutes vos énergies, vos commentaires, sur toutes nos plateformes qui ne cessent de me motiver pour cette nouvelle saison. Pour rappel, pour soutenir le podcast, vous pouvez vous diriger sur la plateforme Tipeee en tapant dans la barre de recherche Si maman m'avait dit. Mais pas de panique, je n'hésiterai pas à partager le lien de participation dans les différents épisodes. Je profite aussi pour vous rappeler que le podcast est disponible sur toutes les plateformes Apple, Google, Spotify ou encore la plateforme Encore qui nous héberge. Aujourd'hui, mon invitée est Louise, que je n'avais pas revue depuis 3 ans, que je connais depuis environ 7-8 ans. Et aujourd'hui, on va avoir une belle conversation. Bonjour Louise. Bonjour Audrey. Comment tu vas? Ça va très bien. Alors, tu connais le podcast, tu l'as écouté. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie déjà de participer? J'ai bien aimé en fait les expériences que les personnes racontaient à cœur ouvert, avec beaucoup de sincérité. Et du coup, ça m'a donné aussi envie de partager un peu la mienne avec vous aujourd'hui, en espérant que ça soit intéressant. Merci beaucoup. Alors, on va directement aller dans le vif du sujet. Comme tu sais, je pose toujours cette fameuse question aux invités. Qu'est-ce que tu aurais aimé que ta maman te dise? Alors, donc ma maman m'a dit déjà beaucoup de choses. Petit disclaimer peut-être au cas où elle entend, elle m'a dit beaucoup de choses. La chose, je pense, sur laquelle j'aurais voulu que maman me forme, m'éduque un peu plus, c'est la manière de s'épanouir en étant une femme mariée avec un homme. C'est-à-dire que d'essayer de mêler autant ta vie de femme professionnelle, de femme épouse, de mère, un peu comment conjuguer tous ces mondes-là pour finalement s'épanouir. Parce que du coup, moi, j'ai été carrément formée, si je peux dire, à être indépendante, à étudier, à travailler, à développer aussi ma confiance en moi. Et c'est vrai que du coup, quand on forme un couple, c'est différent parce qu'en fait, on peut pas faire comme avant, quand on était toute seule, où on pouvait voyager à tout moment, où on avait nos ambitions qui étaient qu'à moi-même finalement. Et donc j'aurais voulu qu'elle m'explique, qu'elle me prépare en fait à cette nouvelle vie, à finalement quand tu vas être avec ton homme, comment ça va devoir se passer. Tu vas pouvoir faire des choses, mais de quelle manière tu devras lui présenter pour que tu puisses les faire. De quelle manière tu vas devoir conjuguer finalement ta vie professionnelle, ta vie en tant que femme, comment tu vas finalement aussi devoir t'occuper de lui dans le mariage. Donc il y a plein de petites choses comme ça, j'aurais voulu en fait qu'elle m'en parle comme ça à cœur ouvert. C'est vrai qu'on en parle maintenant, mais ça va faire bientôt 3 ans que j'habite avec mon mari et j'aurais aimé en fait être préparée à ça. Est-ce que tu peux nous partager d'abord ton parcours avant de savoir à quel moment de ta vie tu t'es posé cette question et tu t'es dit oups, j'aurais aimé que ma maman elle m'en parle. Ouais. Alors moi, donc avant tout déjà je suis donc une fille, une sœur, une femme mariée depuis pas très longtemps, depuis 4 mois, et une mère depuis 3 ans. Et je suis aussi une professionnelle, donc je travaille depuis 14 ans maintenant dans les métiers de la logistique. Et je suis responsable à Pro dans une entreprise qui commercialise en fait des produits en duty free. Donc du coup j'approvisionne le monde entier sur ces produits-là. À côté de ça, en fait, je suis aussi Properties Manager pour Baller House. Donc Baller House, c'est un lieu de vie lifestyle qu'on a implanté à Kinshasa. Donc il y en a 2 maintenant. Et donc du coup, je m'occupe en fait du management de toutes ces équipes-là à distance, bien sûr, de la gestion de ces magasins, de ces restaurants-là. Et surtout, je fais en sorte, en fait, au travers des chiffres que nous renvoie notre logiciel, je fais en sorte en fait que ça cale avec nos objectifs, en fait que les chiffres calent avec la stratégie mise en place pour chacun des restaurants, parce qu'en fait on a amené à en ouvrir plusieurs. Donc Baller House, c'est un restaurant. Baller House, c'est un restaurant. En fait c'est un lieu de vie en fait lifestyle où t'as un restaurant, t'as un espace gaming, mais t'as aussi un autre espace fitness, un terrain de basket. En fait c'est vraiment un lieu lifestyle où
personnes peuvent se restaurer, mais aussi passer des moments conviviaux. Et voilà, donc on planifie d'en ouvrir plusieurs. Le prochain à Douala, bientôt. Ah, super. Voilà, et donc du coup, voilà, je fais un peu cette gestion-là à distance. Et la dernière chose que je vais faire, du coup, sur 2021, c'est que je vais commencer à enseigner aussi, parce que c'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire. Donc du coup, je vais commencer à enseigner des cours de logistique, c'est ma spécialité, au sein d'une école privée. Donc voilà. Donc, ici à Paris. Ah, super. Alors, c'était quoi ta vie avant d'être une femme mariée, enfin, selon toi? Alors, ma vie avant d'être une femme mariée, donc j'étais dans mes études que j'ai finalisées avec un master. Et ensuite, je me suis mise à travailler entre la France et l'Afrique. Parce que du coup, j'étais très à l'aise dans le poste sur lequel j'étais et que j'ai occupé pendant 8 ans. Et donc du coup, ça me permettait autant de travailler à Paris, mais aussi de passer un week-end par mois, un grand week-end par mois au Congo, où on développe aussi les activités, parce que je travaille dans l'institut de mon frère. Donc, voilà. Et donc du coup, je voyageais quand je voulais. Oui, quand moi j'étais connue, tu étais jamais sur place, quoi. Tu étais exactement. Always on the go. Exactement. Toujours en pleine mouvance. Exactement. Donc finalement, t'es très indépendante, hein. Voilà. J'ai grandi comme ça, j'ai été un peu setupée comme ça, on va dire. Et donc effectivement, voilà, je voyageais, je rencontrais du monde, on développait l'entreprise. À l'époque, on était dans l'événementiel sportif. Donc du coup, on a fait Douala, on a fait Yaoundé, on a fait Nairobi, voilà, on a fait plusieurs pays en Afrique. Et donc du coup, j'étais jamais sur place. Donc voilà un peu ma vie avant, j'étais ultra dynamique, ultra pas là du tout. Et c'est ça, c'était ton éducation? Tes parents t'ont vraiment poussé à faire des études? Ta mère t'a jamais dit, je sais pas, tu es d'origine congolaise, t'as jamais dit il faut qu'une femme ce soit, comme on dit souvent chez nous au Cameroun, le ventre et le bas-ventre liés à son mari? Ou c'était vraiment, ma fille, il faut que tu sois bonne dans les études, il faut que tu aies un bon boulot, il faut que tu sois indépendante? Alors moi, en fait, j'ai totalement été éduquée pour aller à l'école, pour être indépendante. C'est tout. Donc voilà, et donc bien sûr, on a des parents africains, t'entends par-ci par-là, tu l'entends parler, etc. Mais moi, c'était beaucoup plus sois indépendante, fais tes études, et ensuite tu pourras faire tout ce que tu veux après. Mais dans le tout ce que tu veux, là, on m'avait pas dit qu'à un moment ça allait devenir un peu restrictif. Mais mon éducation, c'était principalement ça, que ce soit ma mère ou que ce soit mes oncles qui m'ont éduquée pour une grande partie de ma vie. C'était toujours ça, c'était soit indépendante, va à l'école, travaille, et puis voilà, le reste, tu verras après, toutes les portes seront ouvertes, etc. Donc c'était plus ça. Et tu as grandi où? J'ai grandi à Paris. Je suis arrivée à Paris, j'avais moins d'1 an, donc voilà. J'ai grandi avec mes frères, avec mes 2 frères, donc voilà. Et tes parents vivaient ici aussi? Oui. Donc, est-ce que c'était, selon toi, le schéma d'immigrés où on est venu en France pour donner une meilleure vie à nos enfants, ou pas du tout? Et cette meilleure vie partait par le fait de travailler, d'avoir une indépendance financière, ou pas du tout? Non, pas du tout. Je pense que ma mère était plutôt dans ce discours-là parce que son expérience de vie, je pense, à elle-même, en fait, l'a poussée à m'envoyer dans ce sens-là, si je peux dire. C'était pas du tout le succès à tout prix. Voilà, c'était vraiment, moi limite j'ai une éducation très libre en fait. J'ai pas eu beaucoup de contraintes. Alors on me disait voilà, va à l'école, ça va t'assurer une meilleure vie en tant que femme. Voilà, il faut que tu sois indépendante, il faut que tu travailles. Voilà, c'est tout. Il y avait pas forcément de pression quant au fait, voilà, à être éduquée, à avoir absolument un master, etc. Non, pas du tout, parce que d'ailleurs, dans ma famille, je suis la première à avoir un master, jusqu'aujourd'hui. Donc, voilà. Et pourtant, on est des dizaines d'enfants, etc. Mais je suis la première. Donc, non, il n'y avait pas du tout de pression, ni pour moi et ni pour les autres, d'ailleurs. D'accord. Et donc, tu rencontres donc ton mari il y a combien de temps? Il y a presque 4 ans maintenant. Voilà. Donc, on se rencontre. Et tout se passerait bien. Moi, je suis hyper indépendante. Je reviens de 1 an au Congo parce que j'avais passé une année sabbatique au Congo parce que j'avais voulu être sur le terrain, travailler full time, être là avec les équipes. Et surtout aussi découvrir, parce que c'est vrai que j'ai commencé à aller au Congo en 2014. Mais avant ça, je connaissais pas du tout. Et donc, en 2015, j'ai décidé vraiment de prendre une année sabbatique et d'y aller, pour travailler avec mon frère. Et donc, après, je rencontre mon futur mari à l'époque, 1 an et demi après.
Une fois que je suis revenue du Congo, on se rencontre, voilà, je suis toujours dans ma tête, le truc, voilà, je voyage, machin, je vais faire 6 mois, demain, si je trouve un poste en Afrique, je rentre, ou alors, voilà, etc. Donc voilà, on est un peu comme ça, il comprend totalement, et puis voilà. Et donc, justement, enfin, vous décidez de vous mettre dans une histoire, vous avez un enfant. Un enfant, ouais. Est-ce que quand tu tombes enceinte, ça reshape la manière dont tu voyais les choses? Du tout. Alors moi, je suis tombée enceinte, selon mon point de vue à moi, qui est très personnel, mais je suis tombée enceinte à 29 ans. Donc ce qui est assez tard, entre guillemets, si on prend la moyenne des femmes africaines, je pense. Et non, à cette époque-là, je suis très indépendante, je travaille depuis des années, enfin... Voilà, je tombe enceinte, et puis on se le dit nous tous les deux, voilà, un enfant va pas venir forcément chambouler tous les projets qu'on peut avoir, que ce soit des projets d'expatriation ou alors des projets toujours d'ordre professionnel, de faire plein de choses. Donc non du tout, ça vient pas du tout chambouler ça. Au contraire, c'est quelque chose qui s'ajoute à notre histoire, donc on est ravis. Et après, rapidement, c'est vrai qu'on se fiance et après, on se marie. Donc voilà, et après, là, on vit ensemble. Et finalement, voilà, t'es très indépendante, mais le fait d'avoir un enfant, déjà, ça chamboule tout, en fait. Tu te rends compte que t'as pas le même temps pour toi. T'as pas le même temps pour votre histoire de couple. Et t'as pas le même temps qu'avant, tout simplement. T'es pas aussi indépendante, t'es plus aussi libre. Parce que finalement, il y a quand même l'enfant à s'en occuper, il y a aussi ton histoire à vivre avec ton mari. Et ça, du coup, ça te laisse moins de temps pour autre chose. Donc voilà, là, c'est là où on perd un peu, si je peux dire, un peu en indépendance, c'est que finalement, tu peux plus vivre pour toi-même, tu vis, pour votre famille. Qu'est-ce que tu mets dans autre chose? Dans autre chose, moi, avant, je faisais plein de choses, voilà. Je voyageais, j'avais le temps de me poser des heures et des heures devant des business plans, à faire mes recherches, à rêvasser, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce qui peut marcher, etc. Et là, finalement, non, t'as même pas le temps de ça, en fait. En fait, t'as le temps de t'occuper de la maison, de ton enfant, de ton job principal et puis un peu de tes sides par-ci par-là. Et puis voilà, quand le bébé il dort, toi aussi tu t'en profites pour dormir parce qu'en fait t'es fatigué tout simplement et que t'as plus le même énergie qu'avant. Il y a aussi ça. À quel moment dans la relation, dans le mariage, tu t'es dit ah maman elle m'a pas dit ça, elle m'a pas dit ci? C'est exactement ce que je suis en train d'écrire. En fait, maman elle m'a pas dit. Alors, j'aurais pu le voir, hein. Enfin, on peut le voir très bien, nos mamans, comment elles sont là en train de travailler aussi, de s'occuper de nous, mais en fait, ma mère, elle avait pas déjà le même schéma de vie que nous, en fait. C'était quoi son schéma de vie? En fait, elle avait pas forcément envie de voyager, de faire des grandes choses, ou du moins, elle nous l'a jamais dit, donc on l'a jamais vu. En fait, c'est à ce moment-là où tu te dis, ah zut, ok, mais j'ai mon fils, donc si je vais devoir voyager, c'est sans doute avec lui sous le bras, mais c'est aussi avec l'accord de mon mari, parce que qu'est-ce qu'il en pense, comment on peut s'organiser, est-ce que ça lui met pas aussi une contrainte à lui, qu'est-ce qu'on peut faire, et c'est à ce moment-là tu dis, ah ouais, ok, et je dois aussi m'occuper de mon enfant, mais après j'ai moins de temps pour moi. Donc c'est tout ça en fait que à un moment donné tu dis, ah oui zut, en fait, tout ça c'est compliqué en fait. Comment toi tu te décris en tant que personne? En tant que femme, comment toi tu te décrirais? Dans quel sens? Est-ce que tu te décris comme une femme alpha? Est-ce que tu te décris comme une femme ultra ambitieuse? Comment tu as essayé de créer ton schéma, notamment pour trouver l'équilibre entre ta vie perso et ta vie pro et ta vie, tu vois? Comment aujourd'hui en tant que femme tu te décris ou tu te définis? Ouais. Alors, si je peux dire déjà, avant j'étais je marchais à l'instinct, donc d'où le fait d'être indépendante, libre, tu peux forcément fonctionner à l'instinct sans forcément planifier. Et ce qui m'a sauvée maintenant, c'est que je suis quelqu'un qui aime bien planifier, et donc du coup ça m'aide dans cette nouvelle vie-là où je me décrirais quand même, comme une personne, très organisée. Pour que je puisse réussir à faire ce dont j'ai envie, il faut que ça rentre en fait. Ça rentre dans le planning, ça rentre dans notre vie, que ça nous chamboule pas nous, voilà, que ça chamboule pas mon fils, que ça chamboule pas mon mari. Voilà, beaucoup au service de ma famille finalement maintenant. Donc forcément, t'es un peu moins indépendante quand tu fais ça. Voilà, je me décrirais comme ça. Quelle est la première chose que tu as découvert dans le mariage? Que de fait, en fait, on était moins libre. De fait, en fait, tout simplement. Moins libre, c'est dans le sens où... De tes décisions. Ça dépend de vous deux. Exactement, ça dépend de nous deux. Alors, il y a des personnes qui estiment que dans un couple, c'est deux entités libres qui se retrouvent. Tu penses que c'est le cas ou pas du tout? Non, je pense qu'on compose avec des contraintes.
on compose avec des comportements, des personnalités. En fait, moi, si je décrirais mon couple, parce qu'après, c'est vraiment très propre à nous, on est le yin et le yang, tu vois. Tu vois, d'un côté, t'as une personne qui est ultra organisée, etc. Et de l'autre côté, t'as une personne... Et les hommes, je pense, ils sont un peu tous comme ça. En fait, c'est un esprit libre, etc. Mais qui lui aussi essaye de composer avec les contraintes. Mais pour un homme, c'est moins difficile, je pense. Alors là, les féministes vont peut-être me tuer, mais je suis persuadée que pour un homme, et on a souvent cette discussion-là avec mon mari, pour un homme, c'est moins difficile, en fait. Si tu veux, il va prendre ses décisions, il va s'assurer que, sans doute, ça chamboule pas peut-être l'organisation de sa maison, et puis c'est tout. Alors toi, peut-être, tu vas prendre ta décision, je sais pas, allez, un exemple un peu trivial, tu vas être là, bon, écoute, j'ai besoin de faire un week-end avec des amis, ok, mais faut que je laisse mon fils, comment ça va s'organiser, faut que je lui laisse ce qu'il faut, des vêtements, des machins, des trucs, peut-être à manger, que je pense à ci, que je pense à ça, avant de partir. Alors qu'un homme, il va pas du tout penser à ça, il va se dire, il va rester avec sa mère, tout va bien, je peux y aller. Donc voilà un peu pourquoi je dis qu'on deal finalement avec des personnes, avec deux personnalités, avec des contraintes. Et j'ai quand même la chance d'être avec quelqu'un qui est pas totalement, parce qu'il y a encore des personnes qui, ils ont rien à faire, quoi, tu vois. Il a besoin de faire quelque chose, il y va. Lui, il deal aussi avec ces contraintes-là, il fait en sorte que ça puisse rentrer. Et donc voilà. Ton mari, il est congolais ? Il est congolais. C'était important pour toi ou pas du tout ? Non, c'était pas important pour moi. C'est pas important pour moi. Après, il est congolais, et c'est là que dans le mariage aussi, tu t'en rends compte. Il est congolais, mais il a passé une grande partie de sa vie au Congo. Et moi, j'ai passé toute ma vie ici. Alors déjà, en termes de mindset, de manière de voir la famille, etc., c'est différent. C'est complètement différent. En fait, ils ont... les personnes qui ont grandi en Afrique, ils ont des modèles familiaux qui sont vraiment très différents d'ici, une manière de voir les choses, une manière de mettre la femme finalement entre guillemets dans une case, dans ce qu'elle doit faire ou ce qu'elle ne doit pas faire, qui est très différente, je pense, des personnes qui ont grandi ici, à part si vraiment l'homme est dans un système un peu machiste. Mais je trouve quand même ici, on a quand même, pour les enfants qui ont grandi ici, on a quand même une manière différente de voir les choses. Est-ce que dans ce cas, est-ce que c'est quelque chose que tu as très rapidement remarqué et tu as donc essayé de remettre le curseur ou d'être assez transparente avec ton mari, ou c'est vraiment sur le tard que tu as vu que le fait d'avoir quand même grandi à l'étranger a fait que vous pourriez avoir certaines différences? C'est quelque chose, dans les premiers mois, les 2 premières années, on va dire, c'est quelque chose que j'ai essayé d'occulter. Parce que je me suis dit, j'ai quand même passé des années à marcher un peu partout, là. Ok, maintenant je suis posée, je vais essayer d'être dans un rôle de femme classique, voilà, sans me poser de questions. Je l'ai fait pendant bien 2 ans. Et c'est après que je me suis dit, non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et donc là, du coup, on a essayé de discuter. Donc, je lui ai dit clairement, voilà, moi, j'ai l'impression que mon moi me manque, en fait. Avant, voilà, je pouvais partir à des événements, rencontrer des personnes, etc. Et là, j'ai l'impression de pouvoir moins le faire parce que je me mets peut-être un peu trop la pression avec les choses à faire à la maison, avec le fait de m'occuper de toi ou de m'occuper de mon fils. Et donc, du coup, là, on a essayé un peu de trouver des petites choses à mettre en place pour que je puisse aussi, moi, m'émanciper de ce côté-là. Parce que ça commençait... Moi, ça m'asphyxiait, en fait. À un moment, je me suis dit, waouh, c'est quoi l'histoire, quoi. Je suis qu'à la maison. Non, c'est quoi le truc ? Alors que j'évoluais dans un monde totalement différent. Bien sûr que je ne pourrais pas forcément retrouver à 100%, mais au moins retrouver un peu cette fougue, ce dynamisme, cette envie de faire des choses, etc. Je l'avais perdu parce que, du coup, je voulais carrément rentrer dans cette sorte de case de femme, donc tu dois faire ça, etc. Et lui, ça lui convenait, parce que finalement, c'est aussi le modèle que lui avait vu en grandissant. Mais est-ce que c'est quelque chose qui t'a demandé, ou c'est quelque chose que tu as fait naturellement parce que tu pensais savoir déjà ce qu'il pouvait attendre, ou ce que la société attendait de toi? Non, c'est moi c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait en âme et conscience, en me disant, à un moment donné, je pense que c'est ce qu'on attend de moi à ce moment-là. Et en fait, au niveau épanouissement, en fait, c'est pas du tout la chose à faire. Donc, qu'est-ce que tu faisais? Comment tu te positionnais? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce cas-là. Oui. Et je suis persuadée que moi-même, j'ai dû au moins, à un moment, prendre cette phase-là dans ma relation. Et j'ai dû wake up aussi. Parce que tu veux être bien. Exactement. Donc, ça revenait à quoi? Moi, j'ai 2 exemples, mais qui sont vraiment très triviales, mais qui touchent à la féminité et à la femme. À la position de femme. Le premier étant, j'ai coupé mes cheveux.
Parce que, en fait, avant, j'avais le temps. Tu vois, le dimanche, je faisais mes soins, machin, je suis nappie, je prenais mon temps, tout ça. Et en fait, je passais des semaines en chignon. Des fois, sans plus me laver les cheveux pendant 2 ou 3 semaines. Parce que je considérais que c'était pas le plus important, en fait. Je devais peut-être faire à manger, m'occuper de mon mari, peut-être passer du temps avec lui, à regarder la télé, m'occuper de la maison. Mais genre, de moi-même, en fait, de m'occuper de moi, en fait, c'était devenu secondaire, très secondaire. Ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, en tant que femme, en fait, j'avais l'impression que je devais tout faire. Donc, moi, je me réveillais le samedi matin, si je commence à nettoyer la maison, mais laisse tomber. Tu vois, parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très ordonné, donc moi, mon esprit, il est clair quand les choses sont rangées. Donc, tu vois, je me mets à nettoyer, Mais des fois, la fatigue, le corps, des fois, il dit non, t'es fatigué. Donc, des fois, on avait des montagnes de vaisselle qui s'accumulaient. Le monsieur, il pouvait filer un coup de main, mais il va pas te filer un coup de main tous les jours, c'est pas dans son truc, quoi, tu vois. Et des fois, on se prenait la tête pour la vaisselle, mais je pense qu'il y a plein de gens, ça va leur faire rire, mais oui, on se prenait la tête pour la vaisselle. Et un jour, j'ai dit, non, mais moi, j'en peux plus, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, déjà, le premier truc qu'on a fait, on a acheté un lave-vaisselle. Ne rigolez pas! Mais ça, c'est quelque chose qui nous a sauvés, déjà. Oui. On a acheté un lave-vaisselle, tu vois. Et pareil, tu vois, il y a à peu près 1 an et demi, quand je me suis réveillée, je me suis dit, non. Il faut peut-être que j'essaye de redevenir moi-même. Donc voilà, j'ai toujours les cheveux courts et tout, parce que maintenant, ça me plaît. Mais j'essaie de plus m'occuper de moi. J'essaye peut-être de mettre, tu vois, tout ce qui est tâches ménagères au second plan. Des fois, je fais appel à quelqu'un. Si j'ai du monde qui vient chez moi et que la maison est dans un état pas possible, je suis allée sur shiba.fr et puis il y a quelqu'un qui vient m'aider dans ces tâches-là, tu vois. Et j'essaye de mettre ces petites choses en place là pour m'aider dans mon quotidien, parce qu'en fait... faire le ménage, être au service des autres, en fait, c'est pas une vie, en fait. Je pense qu'il faut déjà s'épanouir en tant que personne. Peut-être s'épanouir en t'occupant de ta famille, tu peux t'épanouir, mais il faut vraiment que ça te fasse du bien. Là, si ça te fatigue, si t'es relégué au second plan, en fait, ça en vaut pas la peine pour moi. Est-ce que quand tu t'es rendu compte que tu voulais trop en faire, tu t'es rendu compte au bout de combien de temps? 1 an, 2 ans? Non, mon fils, il allait sur ses 2 ans. Donc... Mais vous viviez déjà ensemble? Oui. Donc tu t'es rendu compte au bout de 1 an et demi, 2 ans que tu poussais. Et entre-temps, comment tu te sentais? Est-ce que tu avais tilté, ou c'est juste quand tu arrivais, comme on dit souvent, la goutte d'eau, et que tu t'es dit non, je peux plus? Ou tu avais déjà des petits pics d'alerte qui te montraient que tu étais fatiguée, que tu... Fatiguée, de toute façon, je l'étais. Et en fait, quand t'as un enfant en bas âge comme ça, vous êtes tous les deux fatigués de toutes les manières, et ça joue sur un peu l'ambiance de la maison, etc. Donc fatiguée, je l'étais. Là où je me suis vraiment rendu compte, c'est à un moment donné, je me suis posée, je me suis dit, ok, bon, j'ai mes sides qui se passent très bien, etc. Ça se passe très bien, on continue de développer, Baller House, etc. C'est très bien, Sima. Et j'ai mon job à plein temps ici à Paris, où en fait, finalement, il se passe plus grand chose, c'est plus trop ce que j'ai envie de faire. À côté de ça, j'ai l'impression que j'ai jamais le temps de rien. Et là, je me suis dit, mais attends, c'est quoi l'histoire là? Je peux pas, j'ai fini une première année, je me suis posé aucune question sur moi, sur mon épanouissement, tu vois, un peu faire le bilan de fin d'année, que j'ai eu l'habitude de faire depuis tout le temps, quoi, tu vois, depuis des années. Et là, au bout de la 2e année, je me pose, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire là? On va rentrer dans l'année 2019, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais rester toujours dans cette vie-là un peu où je fais rien d'épanouissant en fait pour moi, j'ai l'impression juste d'être au service de la maison, pour dire un peu les choses crues. Et là je me suis dit non, réveille-toi, en fait il faut que tu te reposes la question, quelles sont tes ambitions? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux pour toi, pour ton fils, pour ton mari? Qu'est-ce que tu veux exactement? Donc là, je me suis posée, je vais aller voir le monsieur, j'ai dit en fait moi, à partir de cette année, ça va changer. Déjà, je vais dire quand j'en peux plus. Je vais le dire. Et quand je vais le dire, il va falloir que tu m'aides. Parce que ça va plus être possible. Cette même année-là, j'ai changé de travail aussi. Donc j'étais dans la même boîte depuis 8 ans. Mais j'évoluais pas en fait. Si tu veux, ça me convenait bien parce que dans cette boîte-là, horaire pépère, donc je peux m'occuper de mon fils, je peux m'occuper de mes jobs à côté, je peux tout faire, je peux tout concilier. Mais j'évoluais pas en fait. Et donc du coup, 5 mois après, j'ai changé de travail. Donc du coup, j'ai pris un poste à responsabilité encore plus élevé que celui que j'avais. Et, dans une autre entreprise. Dans une autre entreprise, qui m'a pas plu. Et donc du coup, ça c'est pas du tout dans ma personnalité. Et là, pareil, j'ai dit non, ça me plaît pas en fait. Et je change encore pour finalement trouver être dans le poste que j'ai actuellement et qui me plaît beaucoup. Donc voilà, ça a été une année où je me suis réveillée un peu sur tous les plans. Finalement, en termes de mon couple, parce qu'il a fallu aussi que ça change, qu'on puisse adopter certaines choses pour que je puisse aussi m'épanouir.
en termes professionnels également, et pour aussi nous, notre famille, notre vie de famille, avec mon fils, etc., trouver des modes de garde alternatifs pour pouvoir faire certaines choses. Et quand tu en as parlé, comment il a réagi? Il a été surpris ou... Il a été surpris. Parce qu'en fait, moi, je trouve que les hommes, en fait, ils regardent eux-mêmes, en fait. C'est très... Et puis je dis ça, mais je dis ça de lui, mais je dis ça aussi de mon frère ou peut-être de mes oncles. C'est ce que je constate en fait. Ils sont très centrés sur eux-mêmes. En fait, ils se rendent pas compte des choses. En fait, tant que tu les verbalises pas, en fait, il va rien se passer. Il va peut-être t'aider. Voilà, il va voir peut-être la vaisselle une fois. Voilà, il va faire la vaisselle. Il va peut-être voir un truc qui traîne. Il va peut-être le ramasser, tu vois. Mais il va pas forcément se rendre compte des choses si tu lui dis pas. Il va pas les deviner. Donc c'est vrai qu'il était très étonné. Il était très étonné. Il a dit, ah bon, mais je savais pas, etc. Ah bon, tu te sentais comme ça, etc. Oui, je me sentais comme ça. En fait, et ce qui était mal, en fait, finalement aussi dans la démarche, c'est que moi, c'est quand c'est arrivé au ras-le-bol. Voilà, donc du coup, c'est pas forcément bien reçu aussi. Parce qu'en fait, les choses, il faut les dire, je pense, au fur et à mesure. Et moi, c'est quand c'est arrivé au ras-le-bol, finalement, que je prenais sur moi, et quand c'est devenu trop lourd, c'est là que j'ai tout lâché. Mais comment tu as fait pour tenir, ayant ton caractère, le fait aussi que tu manages des gens, fait que tu es censé normalement avoir l'habitude de dire les choses qui ne vont pas. Comment tu as fait pour tenir tout ce temps? Alors là, vraiment, la remarque sur le manager, je croirais l'entendre lui, parce que en fait, c'est très différent de travailler, effectivement, d'être dans l'échange avec les personnes et t'es pas cette même personne-là dans le quotidien, en fait, tu vois. Et donc, du coup, lui aussi me disait ça, mais toi, je comprends pas, mais non, en fait, je voulais tellement bien faire. Faire comme ça, en pensant que c'était ce qu'il fallait faire, qu'en fait, finalement, je connais sur moi, je me disais, attends, c'est pas possible, enfin, je vais le faire, quoi, tu vois, je vais y arriver, enfin... Moi, j'ai jamais vu ma mère ras-le-bol du ménage ou ras-le-bol de faire à manger. J'ai jamais vu. Jamais vu du tout, tu vois. Donc je me suis dit, non, je vais le faire. Il y a aucune raison. Mais à un moment donné, je me suis dit, non. C'est pas possible, en fait. Tout ne peut pas tourner autour de ça uniquement, tu vois. Et donc, du coup, je l'ai soumis à ma mère. Je me suis dit, mais comment tu fais? Comment ça se passe? Comment on fait? Nous, des fois, on arrive, il y a des soirs... t'as pas fait à manger, tu commandes. T'as pas eu le temps, enfin, tu vois. T'arrives du bureau, il est 19h30, 20h. Et qu'est-ce que ta mère t'a dit? Elle me dit, mais il faut planifier. Tu fais peut-être à l'avance. Y a une partie que tu congèles, comme ça tu le sors au moment opportun. Il faut que tu t'organises. Elle me dit, mais arrête de faire le ménage samedi toute la journée, mais tu vas te rendre malade. En fait, non. Tu fais comme ci, tu fais comme ça, tu vois, mais toutes ces petites choses-là, en fait, elle m'en avait jamais parlé, tu vois. Moi, je suis rentrée dans le mariage en mode, non, c'est à moi de le faire, je suis la femme, je fais. Et en fait, elle me dit, non. Enfin, économise-toi. Fais comme ci, fais comme ça. Le plus important, c'est d'être bien avec ton mari. Le plus important, c'est que vous passiez des moments ensemble, tu vois. Et là, on a eu une discussion de femme, finalement, de femme à femme. Alors qu'avant, c'était plus d'enfant, de mère à enfant, ce qui est différent. Et ça, je pense que cette éducation-là, pour nos filles, il faut leur dire, en fait, il faut avoir ce discours-là. Au bout d'un moment, oui, tu vas travailler, il faut être indépendante, il faut avoir une activité à côté de tout ce que tu fais à la maison. Peut-être que c'est du sport, peut-être que c'est une passion, peut-être que c'est quelque chose. Il faut t'occuper de tes enfants, il faut voir avec ton mari quelle organisation va être la mieux pour vous. Mais il faut aussi faire de la place pour toi, il faut aussi faire de la place pour lui, parce que c'est aussi ton rôle. Et il faut faire en sorte que tout ça roule d'une manière qui est la vôtre, tu vois, parce que il y a pas une maison qui fonctionne de la même manière, tu vois. Mais j'aurais voulu, en fait, si tu veux, moi, étant enfant, j'étais une enfant qui écoutait beaucoup. Tu vois, ma mère, si elle me dit, tu fais ça, je le fais. Moi, il y a plein de réflexes que je fais ici autour de ma maison, c'est des trucs que ma mère me disait de faire, tu vois. Ma mère ou maison, tu vois. Tu fais comme ci, tu fais comme ça. Et comme j'ai été formée comme ça, un peu formatée aussi comme ça, tu vois, donc je le faisais. Et donc je pense que si ma mère m'avait depuis toujours, tu vois, parlé de ça, organise-toi comme ci, comme ça, t'as pas à culpabiliser si t'arrives pas à faire ci ou ça, tu vois, je pense que ça serait rentré, parce que tu vois, la première fois que je lui en ai parlé, elle m'a pas dit directement, oui, tu peux faire comme ci, comme ça, elle m'a dit, non, c'est ton rôle, hein. Ah, le ménage, ah, mais non, attends, la vaisselle, mais qu'est-ce que tu lui demandes de faire la vaisselle? Non, c'est ton rôle. Et après, quand je lui ai expliqué, j'ai dit, non, maman, écoute, moi, le matin, je sors de chez moi à 8h, mais quand je reviens, il est 19h30, tu vois. Et à 19h30, non, moi, je me mets pas à faire la vaisselle ou quoi. Elle me dit, ok, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu peux faire? C'est que tu peux t'organiser d'une autre manière. Tu peux peut-être faire à manger à l'avance, acheter un lave-vaisselle, ça va vous faire du bien. Des petites choses comme ça, tu vois. Même à un moment donné, quand j'ai changé de travail, enfin le travail que j'occupe actuellement, et que je savais que j'allais devoir faire des heures carrées parce que prise de poste, etc.,
on a pris nounou pour aller chercher notre fils à la crèche, qui restait avec lui jusqu'à 20h, le temps que nous, on revienne du travail. Et ça soulage. Parce qu'en fait, tu trouves ton enfant à la maison, t'es pas au travail en train de te poser la question, oh là là, faut que j'aille chercher Noah et le métro et le machin et le truc. Et en fait, toutes ces petites choses que j'ai ajoutées en fait, à mon quotidien, en fait, ça m'a permis en fait, de le rendre un peu plus doux. Quand tu t'es mise à réfléchir avant de discuter avec ton mari, est-ce que tu avais un support système, des amis vers qui tu t'es tournée uniquement vers ta mère ou vers d'autres personnes? Non, je me suis tournée vers d'autres personnes. J'en parlais énormément avec mes amis qui sont dans la même situation que moi, qui ont 1 ou 2 enfants, qui travaillent aussi, qui pètent un plomb parce que elles doivent courir à gauche, à droite. Et si tu veux, on était là, on discutait, mais on n'avait pas la solution. Hein. On faisait que de se plaindre. On n'avait pas la solution. On n'avait pas la solution parce qu'en fait, en France, et peut-être dans notre communauté, à part la maman qui travaille pas éventuellement, qui peut garder l'enfant, on pense pas à se dire, je vais prendre une nounou à domicile. Je vais prendre quelqu'un qui va venir faire le ménage. On n'y pense pas, ça, nous. En fait, tu vois, c'est trop bougie, c'est trop quoi, tu vois. Et en fait, non, c'est pas trop. Moi, cette année-là, en début d'année, je me rappelle, on a fait un voyage entre copines, on est parti à Barcelone. Et je leur ai dit, écoutez, moi, je commence un nouveau job. Je me prends une nounou le soir. Je me prends une personne qui vient 2 fois par mois à la maison pour m'aider dans le ménage. Parce qu'en fait, la charge mentale, là, c'est devenu trop. En fait, je peux pas tout mettre dans ma tête et en plus de ça, être performante dans mon travail, être performante dans mes projets, c'est pas possible. Donc moi, je fais ça et les filles essaient. Et tu vois, moi, j'ai une copine, pareil, qui vient de prendre un nouveau job il y a 3 mois et elle s'est pris nounou à domicile. Tu vois, la nana, elle part chercher sa fille à l'école, elle la ramène là, elle joue avec elle, etc. Et elle est tranquille. Elle peut finir sa journée, tu vois. C'est des petites choses comme ça. Et en fait, on n'y pensait pas forcément. On n'y pensait pas forcément. Est-ce qu'on a vu nos mamans, à part la tante qui habitait comme par hasard à 2 rues de chez toi? Non, on voyait personne d'autre à la maison. Qu'est-ce qu'on va laisser quelqu'un avec nos clés venir chez nous pendant que nous, on n'est pas là? Non, mais de quoi tu parles? Et en fait, non. Il faut qu'on rentre dans ces petites choses-là. En fait, c'est des choses qui sont très communes finalement en Afrique. Oui. Mais ici, non. Et peut-être que ce qui m'a aidé aussi, c'est d'avoir vécu en Afrique et d'avoir vécu de cette manière-là. Je suis avec des personnes qui sont là quand même à la maison pendant que tu n'es pas là, une personne qui garde l'enfant, etc. Et je pense que ça m'est venu de là, parce que sinon je vois pas comment j'aurais pensé à laisser quelqu'un venir nettoyer à ma place, laisser quelqu'un aller chercher mon fils, l'amener à la maison, jouer avec lui. Je pense que j'aurais pas pensé à ça. Et je serais restée dans cette même spirale un peu fatigante, etc. Alors c'est intéressant parce que tu parles de charge mentale et aujourd'hui de plus en plus de personnes en parlent. Est-ce que tu trouves que, là on est à Paris, mais dans la communauté afro, ou même chez les femmes afro en France, c'est quelque chose dont on prend vraiment conscience ou pas? Ou parce que ce côté un peu superhuman qu'on a, la femme africaine est comme ça, la femme noire elle est comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui même dans ton entourage, tu vois de plus en plus de femmes ou de jeunes femmes qui disent en fait aujourd'hui je suis fatiguée et je vais d'abord me mettre en priorité parce que tu peux pas être responsable des gens si t'es pas responsable de toi-même déjà. Exactement. Est-ce que tu le vois ou tu le constates ou il y en a beaucoup qui sont encore dans le déni selon toi? Alors, je parle pour mon groupe, à moi, d'amis proches. Et pour le coup, on est vraiment dans des métiers différents. Il y en a qui sont à responsabilité, d'autres non. D'autres métiers qui sont un peu plus physiques, d'autres non. Et en fait, la prise de conscience, en fait, elle est pour nous toutes, quoi. C'est juste qu'à un moment donné, on n'arrivait pas à verbaliser. Enfin, du moins, on verbalisait entre nous. On n'arrivait pas à trouver de solution. On était là, je suis fatiguée, mais je dois quand même le faire. Et c'était tout, en fait. On n'avait pas de solution. Et moi, je dis tout le temps, et je dis même maintenant à mon mari, je dis, je peux plus penser à tout. Je dis, je refuse en fait de le faire. Si je te demande par exemple de faire quelque chose, je te demande de le faire et puis moi je le sors de ma tête. Je fais exactement comme toi. Je le sors totalement de ma tête. Et même nous, entre nous les filles, voilà, on essaye de se donner ces petits conseils-là, de se motiver, tu vois. Moi j'ai des copines par exemple qui travaillent en banque. Les lundis en fait, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de mari, il n'y a qu'elle à la maison, c'est le jour de repos. Elle dort la nana, c'est tout. Elle dit oui, tu m'as appelé, je dormais. Voilà, c'est tout. Je dormais. À la maison elle n'est pas faite, ça fait rien, je dors. Parce que cette histoire de charge mentale, en fait, ça va nous achever. Ça va nous achever. Hein. Pour peu que t'aies pas forcément envie de dépenser du fric, à prendre une nounou par à domicile, à prendre quelqu'un qui vienne nettoyer, parce que tu peux aussi ne pas avoir envie. T'as d'autres projets peut-être à faire avec ça. Si tu fais pas ça, tu vas devoir le faire. Donc, tu vas devoir le faire. Ou alors, si t'as un mari qui aime bien ce genre de choses-là, il va pouvoir t'aider. Mais c'est pas tous. Donc, du coup, les nanas, c'est bon, je peux pas faire, je fais plus. Et on s'encourage quelque part à être un peu comme ça, à se dire, voilà, on essaye de planifier au max, d'être des mamans, d'être des femmes, etc., de faire les choses.
mais aussi on s'autorise à souffler, à penser à autre chose, et voilà. Et donc finalement, ton mari, il a été surpris et directement il a dit ok, on y va. Mon mari, il a été surpris. Alors c'est quelqu'un de très compréhensif. Donc oui, en fait, il a dit on y va, mais c'est pas pour autant qu'il a fait certaines choses, quoi. C'est oui, oui, je comprends, etc. Mais dans les faits, nous, c'est les faits finalement qu'on veut. Parce que au final, quand je te dis que oh là là, l'histoire du ménage, ça me prend la tête, etc. Ah oui, c'est vrai, le ménage. Mais si tu peux pas, laisse. Mais non, je veux pas laisser ma maison devenir sale. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, il était dans la compréhension, il a très bien compris. Mais après, il y a certaines choses, c'est pas ce qu'il aime faire, c'est pas son truc, tu vois. Il va faire peut-être la vaisselle, c'est lui qui va coucher notre fils tous les soirs. Voilà les petites choses qu'il va faire pour me soulager. Et après, il y a d'autres choses, comme je te disais, on prend quelqu'un pour faire le ménage, on prend quelqu'un pour aller chercher le petit, ça nous soulage, ça rentre dans notre budget commun, au final de la maison, et c'est de cette manière-là qu'il participe, en fait. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, qu'est-ce que sa famille peut penser? Est-ce qu'à un moment, la question s'est posée? Parce que des fois, je sais que dans nos communautés, quand on se marie, la belle-mère, les sœurs ont toujours un regard sur comment tu gères ton foyer. Est-ce que tu as eu peur de ce qu'elle pouvait penser ou de si, par exemple, ton mari pouvait se retourner vers elle, finalement, pour demander aussi des conseils? Oui. Est-ce que tu as eu peur? Non, j'ai pas eu peur parce qu'en fait, je m'en fous. En fait, si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il vienne prendre ma vie, qu'il fasse déjà un peu comme ça, on va voir. Je prends un exemple banal. On a accueilli ma belle-sœur pour le coup, il y a peut-être un mois. Elle est venue passer une semaine avec nous ici, sauf que nous, on travaille en télétravail, là, depuis cette histoire de Covid. Donc, moi, j'étais à la maison. Et en fait, j'ai passé ma journée, donc, à 8h, déposer le petit à la crèche. Et j'étais assise de 8h à 19h30 à la même place. Elle m'a trouvée là toute la journée. Entre mon job et puis peut-être entre midi et 2, la réunion du side hustle, machin, toujours au téléphone en train de régler un truc, en train de superviser. J'ai fini la journée, j'ai fermé mon ordi. En fait, elle a très bien vu la journée que j'ai passée et c'était comme ça toute la semaine. Donc, si t'as quelque chose à dire, tu viens, tu prends ma vie là, tu fais déjà. Et après, peut-être que t'auras quelque chose à dire. Non, moi, c'est... Non, parce qu'en fait, si tu veux, je pars déjà du principe que moi... Personnellement, en fait, c'est pas le genre de commentaire que je ferais. Tu vois, mon frère, il est avec sa femme depuis plus de 10 ans, hein, mon petit frère. Et je mettrai jamais ma bouche dans « elle fonctionne comme ci ou comme ça ». C'est pas... Je m'en fous. Donc, du coup, je vis ma vie dans cet état d'esprit-là et j'en ai rien à faire de « elles diront ». Si elles ont besoin de dire, bon, qu'elles disent. Mais après, pour faire, il faut prendre ma vie, tu fais avec mes contraintes, tout ça. Et tu me dis comment toi tu ferais peut-être mieux. J'en parle à ma mère, j'en parle à ma sœur. Oui, comment toi tu ferais, ma chère. Et ma mère, bon, c'est quelqu'un qui sait prendre du recul par rapport à plein de choses. Tu vois, elle a pas la même vie que moi, mais elle va se dire bon, mais moi comment je ferais. Elle va réfléchir avec toi. Fais comme ci, fais comme ça. Oui, mais n'oublie pas quand même. Hein, c'est quand même toi la femme, c'est quand même ton rôle. Mais elle va t'emmener à trouver peut-être des solutions parce qu'elle arrive à comprendre ta problématique. Partant de là, moi c'est tout. Hein, la belle famille. Après, ils peuvent dire, mais c'est vrai que c'est difficile quand t'es pas dans les baskets de l'autre de pouvoir juger, je pense. Quels sont les mécanismes que tu as mis en place ou que tu conseillerais, par exemple, à des personnes qui peuvent nous écouter pour trouver, entre guillemets, je sais pas si on trouve vraiment l'équilibre. Est-ce qu'on trouve vraiment l'équilibre, selon toi? Ou il y a toujours une partie qui gagne, c'est-à-dire côté vie pro, vie perso, parce que tu dis être maman, être femme, être professionnelle. Comment... qu'est-ce que tu dirais à la jeune fille de 28 ans que tu étais avant de rencontrer son futur mari, avant d'être maman? Qu'est-ce que tu dirais à cette jeune fille? Que déjà, il y aura toujours des impondérables, en fait. Il y en aura toujours. T'as beau planifier comme tu veux, il y en aura toujours. Et je pense que le meilleur outil que tu peux avoir quand t'es dans cette situation-là, c'est de tout de même planifier, écrire les choses, te les sortir de la tête, parce que la charge mentale aussi, c'est ça, c'est l'impression de... T'es toujours là en train de cogiter, t'as plein de trucs dans ta tête, oui, je dois faire ça, à aucun moment, peut-être tu l'écris, t'es là toujours, tout est dans ta tête, tu partages pas. Donc c'est ça serait de planifier, de déléguer aussi à ton mari, de dire voilà, toi tu t'occupes de ça, et puis moi je m'occuperai de ça, et puis d'écrire, d'avoir un agenda, de pouvoir écrire, ou alors sur le téléphone, ici on est un peu en mode old school, pour pouvoir retenir, moi faut que j'écrive, donc du coup voilà, agenda, cahier, machin, je me fais des listes de courses, des listes de ci, des listes de ça, et puis voilà, chercher l'organisation en fait qui va te permettre en fait d'adoucir ton quotidien en fait. Mais qu'est-ce que tu dirais aux hommes? Parce que les hommes aussi ont un grand rôle à jouer. C'est que d'arrêter de comprendre et de faire. Parce que dire je comprends, non. Si on te dit que je suis fatiguée, par exemple, et que
Tu sais que, je sais pas, ta femme aime que ça soit rangé. Elle te dit, je suis fatiguée, range pour elle. Enfin, tout simplement, tu vois. Dis pas, je comprends. Ne lui masse pas les pieds. Bon, masse-lui les pieds, mais aussi range pour elle, tu vois. Sois vraiment dans l'action. Fais vraiment les choses à sa place. Je suis fatiguée, mais tu prends le petit, tu t'en occupes réellement pour que l'autre puisse se reposer. C'est ça, en fait. C'est vraiment d'être très acteur dans notre quotidien, en fait. Au-delà de la présence, c'est vraiment de faire les choses et ça aidera beaucoup les femmes. Dans ton cas, par exemple, tu t'es, entre guillemets, levé un jour et tu as tout dit à ton mari. Comme tu as dit tout à l'heure, tu as attendu la dernière minute. Peut-être pas la bonne ou la mauvaise approche. Totalement. Mais de par ton expérience, comment tu penses qu'on doit aborder ces sujets? Qu'on soit un homme qui souhaite parler à sa femme, qu'on soit une femme qui souhaite parler à son homme, comment aborder les choses? Parce que je lisais dans un livre ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier, où t'as des personnes qui détestent quand tu leur dis écoute chérie, il faut qu'on parle. Ce truc, écoute chérie, il faut qu'on parle, la personne a l'impression directement que il y aura des remontances, qu'il y aura des problèmes, que comment toi tu penses que les choses peuvent être amenées dans notre contexte d'ailleurs africain, parce que moi j'ai la chance, en fait, mon mari il adore parler, tu vois, c'est plutôt moi qui suis toujours là. Si tu me poses une question un peu trop profonde, j'essaie de botter en touche parce que j'ai pas forcément envie de m'épandre, donc pour lui c'est facile de ce côté-là. Je pense que peut-être que moi l'erreur que j'ai faite, c'était finalement dans notre rencontre, et aussi tu rencontres une personne, au début c'est très romantique machin, mais à un moment donné vous avez un certain âge et vous parlez réellement de la manière dont vous voulez vivre. Moi j'ai peut-être pas forcément très insisté sur ces points-là. Peut-être que ça, c'était mon erreur. Après, finalement, quand le quotidien est arrivé, j'en ai pas reparlé à nouveau. Alors que c'est une personne qui est dans l'échange, donc c'est dommage. Tu vois, j'en ai pas parlé parce que je trouvais que c'était à moi de le faire à un moment donné et que j'avais pas forcément besoin d'échanger à ce moment-là. Mais je pense que c'est au fur et à mesure d'en parler. Pas forcément lors d'une grande messe avec la discussion très sérieuse. C'est de l'aborder au fur et à mesure. De dire comment la personne, c'est vraiment de vraiment le verbaliser. Il faut le dire, il faut expliquer de quelle manière tu aimerais que la personne t'aide. Parce que je vois, par exemple, moi, mon mari, de son point de vue à lui, il m'aide à faire plein de choses. De son point de vue à lui, il aide. Mais en fait, tant que tu l'as pas verbalisé, tu l'as pas dit que, en fait, moi, pour m'aider, j'aimerais que tu fasses ci ou ça. Et si tu fais pas ça, en fait, il comprendra pas. Oui, ou en tout cas, lui, il a son curseur. Exactement. Et il pense vraiment t'aider. Il pense vraiment t'aider, très honnêtement. Mais en fait, toi, c'est pas ce qui va te permettre de te soulager ou c'est pas ce qui va te permettre de t'épanouir. Donc il faut lui dire, moi j'ai besoin de la place pour ça, j'ai besoin d'un peu de temps pour faire ci ou ça. Dans la maison, j'aimerais bien que tu m'aides à faire ça. En fait, il faut pas te dire qu'il va te déduire parce que c'est ton âme sœur, machin et tout, ça l'est sûrement, mais il faut lui dire. Oui, c'est vrai que beaucoup de femmes attendent souvent que leur mari comprenne, devine. Et d'ailleurs, ils disent souvent que je ne peux pas deviner. Exactement. Tu ne me dis pas. Exactement. C'est assez intéressant. Ouais. C'est assez intéressant parce que ça crée souvent des conflits ou des frustrations. Totalement. Dans la manière dont, en tout cas, que tu as construit ton couple, la place de chacun, est-ce qu'à un moment, tu as dû te demander quel était le langage de ton mari et quel était ton langage, si vous parlez le même langage ou pas? Pour revenir à ce que tu disais. Non, je m'étais jamais posé la question, en fait. Je m'étais jamais posé la question de ça. Et un jour, j'ai écouté un petit podcast et c'était, je sais plus. Vous avez abordé la question des 5 langages. Peut-être Antonia. Antonia, c'était un homme qui en parlait. Ah oui, Brice. Ouais, je pense que c'était Brice. Oui, Brice. Et je me suis dit, mais de quoi il parle encore là? De quoi il parle? En fait, moi, je suis pas au courant, mais on n'a pas parlé. Et donc, du coup, j'ai acheté le petit livre. Et après, sans surprise pour moi, parce que j'avais déjà compris le langage de mon mari, tu vois, lui, c'est quelqu'un qui aime échanger. C'est quelqu'un qui aime échanger, c'est quelqu'un qui aime qu'on le félicite. C'est de cette manière-là qu'il se sent vraiment aimé. Ne lui donne rien du tout, fais juste ça, tu l'écoutes, tu le félicites, etc. Et je me suis rendu compte que lui ne connaissait pas forcément le mien, en fait. Du moins pour lui, en fait, tellement lui, son langage était tellement différent du mien, en fait, il avait pas compris, en fait, que moi, c'était service rendu, c'était les cadeaux, c'était ce genre de choses-là. Et donc, du coup, j'ai acheté le livre. J'ai dit, franchement, ça vaudrait la peine peut-être qu'on lise ce livre-là. Donc, moi, je l'ai lu aussi pour voir si, effectivement, je me reconnaissais dans les 5 langages, du moins dans un ou plusieurs de ces langages-là. Et puis, je l'ai invité aussi à le lire. Il a lu le livre et puis on en a échangé un peu. Et puis, c'est toujours intéressant. Je pense que ça fait une bonne remise à jour, en fait. Tu vois, remise dans le bain un peu de votre couple et puis des questionnements qui sont assez simples, finalement, quand on est en couple. Oui, parce que quand on discute avec certains couples, le fait
d'avoir en tout cas cette base, de connaître le langage de l'autre, ça te permet d'être aussi plus compréhensif ou en tout cas plus tolérant et patient. Oui. Parce que comme tu disais tout à l'heure, des fois tu penses que ton mari sait, mais en fait il sait pas. En tout cas il fait ce qu'il pense savoir. Et toi tu dis oui, mais tu n'as pas compris que. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas vu que, tu n'as pas su que, alors que c'est ça. lui il était dans son couloir. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui, en tout cas, aux femmes, jeunes, moins jeunes, qui se posent la question de se marier, qui s'intéressent au mariage, qui sont sur la route du mariage? Toi, il y a quand même, au-delà des fiançailles, il y a quand même eu 3 ans. Donc, tu vois, qu'est-ce qui a fait que, au bout de 3 ans de relation, tu t'es dit, ok, on y va, bien que tu aies dit accepter les fiançailles? Ouais. En fait, je me suis pas dit. Je dirais que le mariage ne m'a jamais intéressée, mais je considère tout de même que le fait d'être en couple avec une personne, de vivre avec, de partager son quotidien, c'est déjà une forme de mariage. Voilà, parce que il y a quand même aussi... Je pense qu'il faut un peu différencier, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent se marier, mais qui veulent en fait la bague, le mariage, la fête, machin. Mais en fait, déjà, le fait d'être avec une personne, de vivre avec, c'est déjà un mariage, en fait. C'est juste que Dieu ne l'a pas reconnu, que l'État ne l'a pas reconnu, mais déjà, partager, en fait, cette relation-là, ce quotidien, c'est déjà une forme de mariage. Voilà. Maintenant, me concernant moi, c'est vrai que moi, je ne pensais même pas être à aujourd'hui 32 ans mariée. Non, c'est pas quelque chose, ça m'est tombé un peu dessus. En fait, déjà, notre rencontre m'est tombée dessus. Et ensuite, tout ce qui s'est passé par la suite, avoir un enfant, se fiancer, pareil, c'était un jour comme ça. Il m'a demandé, ah, ok, d'accord. Et on s'est mariés, du coup, cette année, au mois d'août. Et en fait, ça m'a un peu tombé dessus. Donc non, j'avais pas forcément de... Tu vois, et j'ai même pas de conseils, en fait, pour quelqu'un. C'était tombé dessus, comment tu ne te voyais pas mariée parce que tu étais quelqu'un d'indépendant? Je ne me voyais pas mariée. Tu ne pouvais pas, ou c'était que tu n'allais pas te marier, ou c'est que j'y pensais pas. En fait, c'est quelque chose que j'y pensais pas. Si tu veux, dans mes plans, je me disais oui, je vais être avec quelqu'un, mais je me disais pas forcément que j'allais porter une robe blanche. Et ma mère m'engueulait pour ça. Tu vois, elle dit mais comment ça? Toi, ne dis jamais ça, machin et tout. Il faut que tu te maries. Mais moi, je voyais même pas. En fait, ma mère, elle nous a élevés. En fait, elle s'est mariée. Elle avait, je sais quoi, presque 60 ans. Donc, tu vois, elle était jamais mariée non plus. Donc, c'était pas pour moi un modèle, le truc. Non. Je me voyais bien être avec quelqu'un, mais je me voyais pas forcément mariée, porter le nom de cette personne, etc., etc. Donc non, j'ai pas de conseils à donner par rapport à cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense maintenant avec le recul que au final, si tu dois te marier, ça doit être l'aboutissement en fait de votre relation. Ça doit être un cheminement en fait logique finalement qui vous emmène vers cette voie-là en fait au final. Mais ça doit pas être pour moi, c'est mon point de vue, ça doit pas être le début de toute chose. Il faut absolument que je me marie. Ah, j'ai rencontré le gars, il faut absolument. Moi, j'ai rencontré le gars et je me dis ah oui, j'aimerais bien être avec lui. Ah oui, je trouve qu'il me correspond. Ah oui, qu'est-ce que ça ferait d'être ensemble? Qu'est-ce que ça ferait de partager ces choses-là? Ah oui, je trouve qu'on est sur on est sur la même longueur d'onde, on est dans les bonnes vibes, dans les mêmes vibes. Voilà un peu comment moi je voyais les choses. Et puis voilà, j'ai rencontré cette personne-là pour le coup, sans me mettre la pression du mariage finalement, ni la pression d'être maman aussi. Et après tout le reste est venu un peu naturellement. C'est quelqu'un qui était attaché aux valeurs, le coutumier, etc. Voilà, comme je te le disais avant, c'est quelqu'un qui a grandi au Congo, c'est ce qu'il a vu. Pour lui, c'est ce qui faisait sens, se marier coutumièrement. Et moi, du coup, c'est vrai qu'au moment où on s'est fiancés, j'y étais pas du tout. Non, au moment où on s'est rencontrés, j'y étais pas du tout. Et quand j'ai eu mon fils, je me suis dit, ah ouais, en fait, là, c'est le père de mon fils, mais en fait, là, c'est ton pied, mon pied. En fait, on peut plus se séparer. On doit faire notre vie ensemble. Enfin, on doit continuer ce qu'on s'était dit, les promesses qu'on se faisait avant d'avoir un enfant. Et maintenant que lui, il est là au centre, en fait, on doit continuer à se les faire pour pouvoir faire en sorte que lui grandisse, cet enfant. Et donc c'est comme ça que le cheminement du mariage est arrivé au fur et à mesure, tu vois. Mais des deux côtés ou de ton côté? Des deux côtés. Je pense que moi, secrètement, parce que comme je te dis, c'est pas quelque chose qui me faisait forcément rêver, donc j'étais pas là. Oui, c'est quand que tu vas me marier? C'est quand que tu vas faire ceci, cela? Non. Mais de mon côté, effectivement, c'est ce cheminement-là qui se faisait en se disant, voilà, on est ensemble, on s'aime, on est des personnes responsables, on a un enfant ensemble. Et je pense que ça devient une suite logique pour nous, au final. Et lui est très attaché pour la partie coutume. Voilà, les coutumes congolaises, de devoir être marié avec la femme, de devoir aller donner la dot, etc., etc. Donc non, pour les jeunes femmes, je pense qu'il faut pas se mettre la pression. À un moment donné, ça va arriver. Je pense qu'il faut privilégier les relations qu'on a avec les personnes, le fait de devoir bien échanger, la communication. C'est cliché, mais en fait, au final, on voit très bien que on frôlait, et dans mon cas à moi, de gros problèmes au final à ne pas communiquer. C'est d'être bien avec la personne, d'avoir une personne qui te respecte, tout simplement.
et qui te laisse être toi-même, qui te donne de la place de le faire aussi dans le couple. C'est ça qui est le plus important. Et le mariage viendra, je pense, naturellement par la suite. On arrive presque à la fin de notre échange. Est-ce que le fait d'avoir un enfant fait automatiquement qu'on se projette avec l'autre? Dans mon cas, oui. Mais je pense pas qu'automatiquement pour tout le monde. Je pense pas. Je pense que pour pouvoir te projeter avec quelqu'un, c'est pour ça que je disais avant, en fait, au final, il faut pas tout le temps, il faut pas cibler soit l'enfant, soit le mariage, etc. En fait, il faut cibler l'autre, ta relation avec l'autre. Je pense que c'est ce qui va faire, en fait, que dans cette relation-là, la manière dont vous la vivez, c'est ce qui va faire en sorte que tu vas pouvoir te projeter. Et ensuite, effectivement, quand tu as un enfant, ben, tu te projettes encore plus, et quand tu te maries après, bon, ça devient infini, mais non, pas forcément le fait d'avoir un enfant, c'est avec l'autre en fait, c'est la relation que tu as avec l'autre. Ma dernière question, c'est, on est en France, beaucoup de personnes en tout cas, sont de moins en moins intéressés par le mariage parce que les stats en France sont compliquées. En plus, là, il y a eu le confinement. C'était aussi un challenge pour beaucoup de couples d'être les uns avec les autres. Est-ce que tu as eu peur durant le confinement ou pas du tout? Alors nous, je pense que c'est la période où on s'est le moins engueulé, fighté pour des sujets ou pour d'autres. On a fait, je pense, 2 mois, 1 mois ou 1 mois et demi ensemble, tous les deux à la maison sans sortir, sans rien. Et après lui, bon, comme il travaille dans la banque n'a pas souffert. Donc du coup, il a repris le travail. Donc il ressortait, etc. Et moi, je restais à la maison. Mais pendant toute la période où on était ensemble, non, ça s'est très bien passé. Et non, ça s'est très bien passé pour nous. Après, effectivement, les statistiques le montrent. Je pense que c'est parce qu'en fait, le mariage ne doit pas être ça doit pas être la fin en fait de la relation. Ça doit pas être le but de la relation. C'est ce que je disais avant en fait. C'est absolument en fait le fait d'être avec quelqu'un. C'est la manière de t'épanouir avec cette personne-là. C'est pour ça que moi, j'aurais aimé que maman me dise comment ça se passe avec un homme dans le mariage. Tout ça en fait. Parce que ça m'aurait aidé un peu plus encore, peut-être à éviter certaines crises qu'on a eues, tu vois, dans nos commencements. Ça m'aurait aidé d'éviter tout ça si on m'avait, si on m'en avait parlé, tu vois, si on avait attiré mon attention sur ces choses-là. Et donc oui, les statistiques le montrent qu'il y a de moins en moins de mariages qui fonctionnent. Peut-être parce que les gens sont pressés, peut-être parce que les gens ne savent pas à quoi s'attendre. Parce que de dehors, c'est bien beau de voir les gens, mais à l'intérieur, ça se passe comment ? Donc c'est peut-être ça aussi. Et à l'intérieur, on se rend compte que waouh, il y a aussi les égos qui jouent. Donc comment je fais pour dealer avec tout ça ? Donc ce qu'il faut, le plus important, je pense, c'est vraiment c'est la relation que tu as avec l'autre qui va vous emmener vers le mariage pour faire en sorte que ça dure en fait, cet engagement-là en fait. L'engagement, c'est pas que devant le maire ou devant la famille, etc. C'est vous deux en fait l'engagement avant toute chose. En fait, le mariage n'est pas la fin, mais c'est le début de l'histoire. C'est la continuité de votre histoire en fait. Tu vois, c'est une étape dans votre histoire. Parce qu'il n'y a pas un avant ou un après mariage. Je pense que mon mari, lui, il était un peu comme ça. Oui, mais après le mariage, non, papa. Avant, après mariage. Mais je suis toujours la même personne. Moi, j'ai pas changé entre-temps. J'ai juste rajouté une bague à mon doigt. Non, en fait, c'est la continuité. En fait, hier, on n'était pas mariés. Et là, en fait, aujourd'hui, on est mariés, on s'appelle Madame Indel, on a une bague en plus au doigt, et puis voilà. Mais en fait, on est les mêmes personnes avant et après. C'est juste qu'on a un engagement, en fait. Là, on se dit que, ah ouais, on est parti dire devant tout le monde qu'en fait, nous, on était ensemble, c'est fini. C'est juste ça, en fait. Mais je pense que c'est la continuité d'une relation. Oui, d'ailleurs, parce que beaucoup de personnes disent souvent « Ah, je me suis mariée avec elle, je pensais qu'elle allait devenir une femme de maison. » Non. « Ah, je me suis mariée avec mon mari, je pensais qu'elle allait rester plus à la maison. » Ah non. C'est très intéressant ce que tu dis, c'est la continuité. C'est pas le début de la relation, c'est le début de la relation pour les personnes peut-être qui se rencontrent et bon, 6 mois après ils se marient. Mais non, le mariage c'est la continuité de votre relation. C'est une étape, tout comme avoir un enfant, 2 enfants, ce genre de choses-là. Ce sont des étapes qui sont le long de votre chemin, quoi, tout simplement. Est-ce que tu voudrais partager quelque chose avec les auditeurs avant la fin ? Je pense que j'ai déjà beaucoup partagé. Donc, je suis curieuse de regarder et de lire vos commentaires sur ça parce que c'est un sujet vraiment que moi j'ai découvert finalement en étant avec quelqu'un, en partageant ma vie avec quelqu'un. Je me suis rendu compte que ce sont des problématiques qu'on partage toutes. On aimerait être au mieux, pouvoir le vivre sereinement en étant épanoui, mais on cherche encore la recette. Et on l'a pas, donc on échange beaucoup pour essayer de rendre notre quotidien plus doux. Et donc voilà, donc j'étais contente de partager ça avec vous et j'espère que ça en aurait aidé plus d'une. Alors, en tout cas, moi personnellement, ça m'a fait du bien de t'écouter et j'ai pris plein de notes. Merci.
Donc, chers auditeurs et chères auditrices, nous voilà à la fin de cet épisode de Si Maman m'avait dit, en compagnie de Louise. J'espère que ces mots, son histoire, vous apporteront un peu plus de lumière dans vos vies, dans votre vie, dans vos choix de vie aussi. N'hésitez pas à nous donner vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire en utilisant le hashtag Si Maman m'avait dit. D'ici là, je vous dis à bientôt et naturellement à dans 2 semaines. Au revoir. Au revoir.